Chapitre 11. Benjamin. Ernest et Précieuse s'habituèrent vite à l'éclat de vie d'Henriette et à tout ce qu'elle apportait en piment et en piquant. Ernest apprenait que la vie était capable d'offrir des surprises et chaque jour pouvait produire la sienne. Victoire avait été la plus grande, suivie par un bouquet de plus petites, de moyennes et de grandioses. Tous les jours, Ernest se réveillait avec un appétit croissant et une curiosité renouvelée pour les nouveaux développements. C'était comme si la première fois qu'il était né n'était pas vraiment la bonne. Sa mère morte, son père disparu, sa grand-mère paniquée, Germaine consternée et lui somnolent. Un bel au bois dormant qui n'attendait que la princesse pour lui donner une deuxième naissance. Il attendit Henriette avant de partir à l'école. Il l'attendit jusqu'à la dernière minute possible en se concentrant pour attraper le clic-clac de ses talons hauts sur le palier. Mais il dut partir sans son bonjour et revenir vers une maison où rien de neuf ne mijotait sur le feu, où il fallut se contenter des restes et d'une grand-mère peu bavarde. Victoire était absente et Ernest n'avait pas envie de parler non plus, sauf pour remarquer que la vie donne et reprend, et que les jours peuvent aussi réserver des mauvaises surprises. Il se contenta de dire à propos d'Henriette « Bon, elle a dû avoir un empêchement. » C'est Benjamin de Montardon, 15 ans, qui vint les avertir que Henriette avait la grippe, Victoire, Zabulon et Jérémie aussi, et que Henriette avait peur de leur passer des microbes. Tiens, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Mais c'est une autre histoire. Quand Henriette, encore plus maigre et au perché, réintégra la maison et la cuisine des Morlès abandonnée, ce fut des cris et des reproches. Non mais vous vous rendez compte? Mais c'est pas possible, hein? Lis-moi la date de ce journal, ok? Ok, on est d'accord. On est d'accord qu'on est au 21e siècle. Ici, dans cette maison, on dirait le 19e ou même l'âge des ténèbres, quoi. Non mais je vous jure, hein, moi je travaille plus ici sans téléphone. Non mais c'est insupportable. Il faut que j'avertisse les patrons de ma mère pour qu'ils se dérangent pour venir jusqu'ici. Mais oh! Non mais allô, quoi. On peut avoir des urgences, on peut avoir envie de téléphoner à la pauvre Henriette mourante pour s'inquiéter de sa santé, pour dire ma petite Henriette, soigne-toi bien, reviens vite. Non? Ernest n'avait jamais été témoin d'une crise d'hystérie. Il ne savait pas comment allait réagir sa grand-mère. Il avait peur qu'elle repousse cette fille ensoleillée qui voulait faire la pluie et le beau temps. Mais sa grand-mère céda simplement. On va faire le nécessaire. Ainsi, avec l'aide de Henriette pour les démarches, un téléphone gris clair prit place sur le buffet du salon. Ce même buffet qui contenait la lettre délaissée. Henriette inscrivit sur un carnet une longue liste de 3 numéros de téléphone. Le sien, celui des Montardon et celui de SOS Médecins. Ernest aimait soulever le récepteur rien que pour écouter la sonnerie. Il caressait l'appareil pour l'encourager à parler. À l'autre bout de la ligne, quelque part dans le monde se trouvait un abonné, un interlocuteur, un père. Henriette lui donna une brève leçon sur la manière de téléphoner et Ernest la mit en pratique en faisant le numéro de Victoire. La voix, entrecoupée par une toux caverneuse à travers l'écouteur, n'était pas la sienne. Excusez-moi, c'est bien Victoire de Montardon? Où est-ce qu'il en reste? Mais qu'est-ce que t'as, Victoire? Je suis victime des bactéries toxiques et empoisonnantes des voies respiratoires supérieures, en train d'évoluer vers le système nerveux. Fiévreuse, infirme et oh là là, pestiférée. C'est grave? Non, tant que je peux manger du chocolat, c'est le meilleur traitement. La moitié de la famille est atteinte. C'est un véritable hôpital ici. Il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Tu peux nous coudre des masques. Non, je rigole. Mais dis donc, je viens de me rendre compte que tu me téléphones. T'es dans une cabine? Je suis chez moi, on a fait mettre le téléphone. C'est pas vrai. C'est Henriette. Bon, le son est pourri, mais c'est un début. Ernest, j'ai peur que tu te modernises trop et que tu deviennes comme tout le monde. Personne n'est comme tout le monde. Tout le monde est comme tout le monde. Les deux vérités sont vraies. Donne-moi ton numéro de tel, je te crois pas encore. Je vais vérifier, je te rappelle. Quand Victoire rappela, tout le monde sursauta au bruit strident de la sonnerie saccadée. Ils étaient tellement paralysés de peur qu'il fallut 15 cris d'alarme avant qu'ils aient l'idée de répondre. Au bout du fil, Victoire déclama d'un ton didactique « Quand le téléphone sonne, il faut répondre et
Du moment où il fut là, le téléphone occupa plus de place que ses 20 cm² réels, car Ernest était toujours sur le qui-vive comme la maman d'un bébé malade, guettant à chaque instant ses cris subis. C'était une véritable présence, augmentant le potentiel de surprise dans une journée. Le soir, Ernest et Précieuse s'asseyaient autour du téléphone, comme d'autres autour du feu, ou d'autres encore devant la télévision, et Ernest priait ce Dieu sourd de lui offrir quelques signes électroniques. Mais leur monde était peu peuplé, et Victoire était trop abattue pour téléphoner tout le temps. Le matin, Ernest passait devant et lui faisait un adieu mélancolique. Et, le soir, il lui rendait visite dès qu'il franchissait la porte. Très vite, il chercha le nom Morlès dans l'annuaire qu'on leur avait donné avec la bête, et il trouva immédiatement un Gaspard Morlès dans un autre arrondissement, si incroyablement, dangereusement proche. Il apprit le numéro par cœur et s'efforça de résister à la tentation de le composer. Chaque fois qu'il surmontait son désir d'appeler Gaspard, il se récompensait en composant le numéro de Victoire. Et chaque fois, c'était Benjamin qui répondait et qui accueillait Ernest comme son meilleur ami avec des « Hé Ernesto, comment ça va mon ami ?» Ernest ne savait jamais quoi dire après « Ça va et toi ?» Mais Benjamin ne manquait pas de conversation avec tout ce qui se passait sur leur planète. Il donnait des nouvelles de la famille entière, des voisins de l'immeuble et des actualités à la télé. De temps en temps, il racontait à Ernest ses nouvelles acquisitions pour sa collection de timbres. Bien qu'Ernest ne connût rien aux timbres, il aimait partager la passion de Benjamin. Il y avait de tout dans la famille Montardan. Des yeux bleus du père, des yeux marrons de la mère, des bruns, des châtains, mais c'était chez Benjamin que les gènes s'étaient vraiment affolés. Il était le seul à avoir des cheveux roux comme un feu rouge et des yeux verts comme un feu vert et une nature paisible comme un drapeau blanc. Il pouvait passer des heures à son bureau à jongler avec ses timbres, mais c'était toujours lui qui sautait sur le téléphone pour offrir ses salutations au monde. Il était le mouton noir des garçons parce qu'il était le seul à ne pas être brillant en classe. Il avait appris à lire avec les timbres. Il connaissait la géographie par les timbres. Et il s'intéressait à l'histoire, la nature et la littérature à travers les sujets des timbres. Et puis, il adorait ranger ses petites images à la case appropriée dans des albums qu'on lui offrait à chaque occasion. Benjamin mendiait des timbres à tous les gens qu'il croisait, même à Ernest. Hé, si tu reçois des enveloppes intéressantes, pense à me les montrer, hein. Désolé, mais tu sais, le facteur ne m'a jamais rien livré de toute ma vie. Donc moi, les jours de grève de la poste, ça me touche pas. 2 jours plus tard, Ernest, qui avait néanmoins pris l'habitude de regarder dans leur boîte à lettres depuis que lui-même avait plus ou moins envoyé une lettre, trouva dans ce nid en bois une enveloppe rectangulaire adressée à Monsieur Ernest Morlès et habillée d'un timbre ordinaire. Son cœur se mit à cogner contre les parois de sa poitrine alors que de petites perles de sueur s'accumulaient sur son front. Il n'osait pas l'ouvrir. Il monta dans sa chambre, enleva la cravate qui garnissait éternellement sa chemise et s'assit sur son lit. Il décolla délicatement le rabat, laissa passer la bombe d'émotion et il lut « Cher Ernest, bonjour, bon anniversaire, bonne année, joyeux Noël. Bonne chance, bonne route, bonne santé. Happy birthday. Joyeuse Pâques. Felicidades. Et beaucoup de bonheur dans tout ce que tu entreprends. Have a good day. Je te prie de recevoir, cher Ernest Morlès, l'expression de mes meilleurs sentiments. Et gros bisous. Ton ami, Benjamin. PS, tu m'as dit que tu n'avais jamais reçu de lettre de ta vie. Maintenant, c'est chose faite. Sacré Benjamin. On se retrouve très vite avec Élodie. À bientôt. Profitons, il nous reste plus que 5 chapitres. Le décompte est lancé. Le final va bientôt arriver. Excellent.
Ça rime.